Alors, d'abord, de quoi parle-t-on quand on parle des écrans et qu'est-ce qui a pu changer? La problématique des écrans n'est pas nouvelle. Avant Internet, il y avait déjà des familles qui passaient leur temps devant l'écran. Il y avait déjà des livres qui étaient écrits pour alerter les parents sur les dangers des écrans. Ce qui a changé, c'est Internet. Et quand on parle d'écran, dans cette conférence, on va parler d'écran connecté à Internet essentiellement. Et tout est connecté à Internet et tout va être de plus en plus connecté à Internet. Alors, ça présente pas mal d'opportunités, hein. Alors, je vais les lister assez rapidement. Je suis désolé, ça va être plus rapide que le reste. Mais d'abord, un accès rapide et aisé à l'information et à la culture. Voilà, on a accès à peu près à tout. Ça permet de communiquer pendant le Covid et pendant les confinements. Ça nous a permis de rester en contact avec de faire en sorte que les petits-enfants restent en contact avec leurs grands-parents, que les familles restent unies. Le confinement sans Internet, sans Zoom et autres outils aurait été beaucoup plus difficile à vivre. Ça permet d'accéder à certaines ressources. Là, j'ai une copie d'écran du site École Directe, par exemple. Ça permet de s'organiser et de gagner du temps. Bon, il y aurait beaucoup à dire sur tout ce que nous a apporté Internet. Dans un premier chapitre, on va parler des risques et ensuite de ce qu'on peut faire pour maîtriser tout ça. Alors, les risques, d'abord, il me semble qu'aujourd'hui, il y a une unanimité sur le fait qu'on a atteint une cote d'alerte en ce qui concerne l'exposition des enfants à Internet. Et donc, encore une fois, pas seulement aux écrans, mais à Internet. Les médias s'en emparent, le gouvernement s'en empare aussi. Donc, il me semble qu'il y a une unanimité là-dessus, quelles que soient nos options philosophiques, religieuses, politiques. Je crois que c'est devenu assez unanimement reconnu. On va distinguer d'abord, on va parler des dimensions de la personne qui sont potentiellement mises en danger chez nos enfants. Dimension intellectuelle, physique, psychique, la volonté, le sens de l'effort, la dimension relationnelle et la dimension morale. La dimension intellectuelle, alors je cite les éléments principaux. Alors tout ça étant, derrière tout ça, il y a beaucoup de recherches qui sont faites, qui sont publiées, qui sont faciles d'accès. Déficit cognitif, retard dans les apprentissages, des troubles de l'attention, une incapacité à se concentrer, la culture du multitâche. Je regarde la télé en même temps que je poste sur Instagram et que je téléphone à un ami. Déficit d'imagination, il y a tellement de choses qui me sont données, tout est accessible, je n'ai plus besoin d'avoir un monde intérieur. Le sujet de l'orthographe et de l'expression écrite et verbale, il suffit de regarder comment vos enfants écrivent par SMS, sur WhatsApp ou sur Snapchat et vous comprendrez. L'incapacité à prendre de la hauteur, il n'y a que l'instant qui compte. On le voit avec les événements qu'on a vécus dans ces dernières semaines. Avec l'information instantanée, la réaction instantanée, on ne vit que dans l'instant. Là, j'ai mis la couverture d'un livre qui a été écrit sur la civilisation du poisson rouge et à quel point, en fait, notre attention est achetée. Alors, la dimension physique. J'ai noté l'épuisement, le manque de sommeil lié au fait que les enfants qui sont libres, qui ont un libre accès aux écrans, voilà, se couchent tard et passent beaucoup de temps devant leur écran. Le scrolling infini, alors un petit mot de vocabulaire. Pour ceux qui ne savent pas ce que signifie scroller, c'est ce mouvement du pouce par lequel on déroule un flux infini d'informations. La plupart, quasiment tous les réseaux sociaux fonctionnent comme ça maintenant, c'est-à-dire que ça ne s'arrête jamais. Les sens sont saturés, on se couche tard. Nos enfants peuvent avoir un manque d'intérêt pour les activités physiques. C'est beaucoup plus intéressant de jouer sur son téléphone que d'aller faire du vélo. Il y a une banalisation de la violence aussi, là encore, pour ceux qui ont libre accès à tout type de contenu. Il y a la possibilité du passage d'une violence virtuelle à une violence physique. Par exemple, dans des collèges, il y a eu plein d'agressions à la suite de conflits en ligne.
Il y a une abolition des temps et des espaces. Il n'y a plus qu'un temps et qu'un espace. Les problèmes du lycée, du collège, de l'école primaire les suivent à la maison, dans leur chambre. Ça ne s'arrête jamais. Si j'ai eu un problème avec un camarade, eh bien, ça continue en ligne sur WhatsApp, Snapchat ou d'autres réseaux. Évidemment, la pédocriminalité. Alors ensuite, les risques psychiques. Aujourd'hui, on appelle ça plutôt santé mentale. Le sujet de la santé mentale est un sujet central. Tous les organismes nationaux et internationaux s'en emparent, notamment après les multiples confinements. Alors, l'addiction, bien sûr, on y pense tous. L'addiction aux jeux, à la pornographie, aux réseaux sociaux. Les services d'addiction, d'addictologie dans les hôpitaux sont saturés. Le stress, l'angoisse, le sens de l'urgence, la dépression. Là aussi, on retrouve le scrolling infini à la recherche de la nouvelle. Je vais regarder dans mon feed Instagram pour voir si je ne risque pas de passer à côté d'un post important posté par un camarade de classe. La peur de rater quelque chose. Tout ça, on le retrouve chez les adultes aussi. La peur de rater quelque chose. L'irritabilité liée à la fatigue et liée au fait qu'on a été exposé à du contenu qui génère beaucoup d'émotions. Évidemment, le cyberharcèlement, le harcèlement continu en leur absence, les suit à la maison, dans leur chambre, dans leur lit. Il peut y avoir une crainte de se déconnecter parce qu'on a peur de ce qui va être dit sur nous dans le groupe WhatsApp de classe ou sur un groupe Snap ou autre. Problématique d'estime de soi, les autres ont une plus belle vie, un plus beau corps. Instagram notamment repose sur des photos et beaucoup de posts consistent à montrer à quel point on a une vie merveilleuse. Le sujet de la volonté, du sens de l'effort, le flux infini et la facilité d'accès à un tas de choses favorise la culture de la gratification instantanée, c'est-à-dire j'ai envie de quelque chose, je l'ai tout de suite. Et ça induit des dérèglements dans les processus de récompense. Il y a pas mal d'études scientifiques qui ont été faites là-dessus. Internet est une sorte de gigantesque magasin où tout est gratuit, abondant, disponible. Un monde où tout est facile, sans peine, sans effort. À peu près tout est gratuit. Récompense sans effort, la seule chose qu'on vous demande, c'est d'être là, d'être connecté, parce qu'une grosse partie de l'économie d'Internet repose sur ça, sur le fait de vous maintenir attentif, connecté, que vous regardiez votre écran, parce que l'économie d'Internet, c'est quoi? C'est de vendre des espaces publicitaires. Et donc, plus vous êtes en ligne, plus les annonceurs vont pouvoir vendre leurs espaces cher. Il y a même des jeux qui jouent quasiment tout seuls, des jeux sur smartphone, où il n'y a pas grand-chose à faire pour gagner, parce que l'objectif, c'est de maintenir l'enfant ou l'adulte en ligne. Si c'est compliqué ou difficile sur Internet, eh bien, si la relation devient plus exigeante, par exemple sur un réseau social, je swipe. Alors, swiper, un autre mot-clé, ça consiste à balayer à droite ou à gauche pour passer au contact suivant. Les risques dans le domaine relationnel, évidemment la solitude, qu'elle soit subie ou voulue, avec une fuite du contact physique, encore une fois, parce que ça paraît plus simple et moins risqué d'être en contact virtuel. Une peur de la relation face à face. Les relations virtuelles semblent faciles à initier et faciles à stopper. On a l'impression que c'est plus simple et que ça demande moins d'efforts que dans la vie physique. Alors, on voit ça chez les adultes ou les jeunes adultes. Il y a énormément de rencontres conjugales et de couples se font sur des réseaux sociaux dédiés. Parce que c'est plus simple, ça prend moins de temps, ça fait moins peur. La peur du téléphone, d'un échange direct. Alors, si vous avez des ados ou des jeunes ados, vous avez sans doute pu le constater, ils feront tout pour ne pas appeler un camarade. Dilution des relations familiales et amicales réelles. Il y a une illusion d'appartenance.
l'adolescent s'imagine qu'il appartient à un groupe parce qu'il follow quelqu'un, parce qu'il suit quelqu'un sur Instagram. Il a l'impression de faire partie d'un groupe, d'une communauté. Évidemment, des conflits familiaux autour notamment de l'abus d'écran, d'Internet et de smartphones. La dimension morale. Alors d'abord, beaucoup de temps perdu. Ensuite, un éloignement possible des valeurs que les parents souhaitent transmettre. On va y venir un petit peu plus loin, le sujet de l'influence. Une impression que nos enfants nous échappent, et c'est une impression qui n'est pas forcément fausse. Une vision désabusée de l'amour conjugal liée à l'omniprésence de la pornographie, on y reviendra. Un rapport à l'argent, aux possessions et au succès qui peut être désordonné, à force de voir des gens avec des chaussures à 500 €, je finis par considérer que je dois avoir des chaussures à 500 € et une voiture à 200 000 €. Des influences sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle. Alors, par exemple, des gamers, donc des gens qui sont des joueurs de jeux vidéo professionnels et qui postent beaucoup de vidéos sur YouTube ou d'autres réseaux. Des YouTubeurs, vous avez dû entendre ce mot-là, j'imagine. Des Instagrammeurs. TikTok, beaucoup de YouTubeurs ont migré vers TikTok, qui est le réseau social du moment pour les plus jeunes. Et évidemment, la publicité. L'image que j'ai mis là, ce sont les 10 principaux influenceurs de TikTok en France, c'est-à-dire les 10 personnes en France qui ont le plus de followers, c'est-à-dire de gens qui les suivent, sachant que ces influenceurs sont bien sûr payés par des marques parce qu'ils mettent en avant des produits. Je suis allé jeter un petit coup d'œil sur le contenu des feeds de quelques-uns de ces influenceurs. Je vous garantis que ce n'est pas piqué des hannetons. Et je doute que beaucoup d'entre vous aient très envie que leurs enfants écoutent et soient influencés par ces gens-là. Et évidemment, la publicité. Alors maintenant, les risques en fonction des lieux digitaux. Donc on était sur la personne, sur les dimensions de la personne, maintenant sur les lieux digitaux. Alors les réseaux sociaux, j'en cite quelques-uns. Alors Instagram, règne de l'image. On ne voit que des gens riches, beaux, dont la vie est facile. Et l'objectif, c'est d'être populaire, d'avoir, alors c'était déjà le cas avec Facebook, cette obsession d'avoir beaucoup de followers. Il y a beaucoup d'invitations à la pornographie sur Instagram. Instagram bannit la pornographie, mais il y a beaucoup de posts publicitaires donc qui s'insèrent dans le fil et qui invitent à cliquer pour se connecter sur des sites pornographiques. Snapchat, avec des messages éphémères qui s'effacent au bout de quelques secondes ou quelques minutes. Donc, ces messages éphémères donnent une impression d'impunité aux adolescents. C'est-à-dire, je peux écrire n'importe quoi, ça va s'effacer, sauf qu'on peut faire des captures d'écran. Donc, ça peut inviter au harcèlement, justement. Et là aussi, on trouve beaucoup d'invitations à la pornographie. Alors, TikTok, on pourrait en parler une soirée entière. Ça a pris une ampleur absolument phénoménale sur la Terre entière. C'est le réseau des très, très jeunes, moins de 10 ans. Avec une ultra-érotisation, beaucoup de vulgarité. Il faut savoir que le contenu de TikTok peut être transféré sur un fil Instagram ou WhatsApp. Donc, ce n'est pas parce que vos enfants n'ont pas TikTok qu'ils ne sont pas exposés à du contenu TikTok, et beaucoup d'invitations à la pornographie. Alors, Facebook, j'en parle à peine parce qu'il n'y a quasiment aucune chance pour que vos jeunes enfants et vos jeunes ados aillent sur Facebook. Facebook, c'est l'endroit, sauf pour communiquer avec leurs grands-parents. Mais j'ai mis Facebook parce que tout ce qu'on est en train de se dire nous interroge aussi sur notre consommation de ces choses-là. Alors, les messageries, il y a les SMS. Les enfants s'en servent assez peu, mais je le signale quand même. WhatsApp, avec beaucoup de groupes, avec le phénomène des groupes auxquels on est obligé d'adhérer. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'enfants à qui les parents donnent un smartphone parce qu'il faut qu'ils soient sur le groupe WhatsApp
de la classe, de la patrouille scout, que sais-je, avec un risque là aussi de saturation, la peur de rater un message important au milieu d'une montagne de messages inutiles. Et là aussi, le harcèlement avec, par exemple, l'enfant qui est expulsé d'un groupe et dans le groupe, ensuite, on va parler derrière son dos. Bon, Telegram, je ne suis pas sûr que les plus jeunes s'en servent beaucoup, mais ça fonctionne en gros comme WhatsApp. Discord, c'est une messagerie qui a été développée pour les gamers à l'origine et qui maintenant est utilisée un peu par tout le monde. Il y a même des écoles qui incitent à créer des groupes de classe sur Discord. Ça a été le cas pendant le confinement. Alors, les risques par rapport aux jeux. Alors, les consoles, les ordinateurs, il y a un certain nombre de jeux qui sont hyper violents, qui font la promotion de pratiques sexuelles déviantes. Je pense notamment à GTA, Grand Theft Auto, et à Call of Duty et à Fortnite. Mais il y en a d'autres. Évidemment, ça génère de l'addiction. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire un dessin. Une perte de repères aussi. Les jeux sont de plus en plus immersifs et réalistes avec l'apparition de ce qu'on appelle le métavers. Alors là, qui dépasse, en fait, qui va gamifier, c'est-à-dire transformer la vie entière en jeu. Il y a un film là-dessus qui vous expliquera en quoi consiste le métavers. Ça s'appelle Ready Player One. C'est un sujet, des sociétés comme Facebook et Google sont en train de dépenser des dizaines de milliards d'euros dans ce sujet du métavers. Et les box de jeux sont connectées à Internet. Donc, on a accès à Internet de la même façon qu'avec un ordinateur. Les jeux sur les téléphones portables, c'est la même chose, sauf qu'on l'a en permanence avec soi. D'ailleurs, la plupart des jeux type GTA ou Fortnite sont accessibles sur portable. Alors ensuite, les sites de streaming et de VOD. Alors d'abord, il y a le temps qu'on passe à choisir son film et le temps que les enfants passent à se crier dessus pour savoir qui choisira le film. Il y a certains sites, alors ce n'est pas ceux que j'ai affichés là, mais qui peuvent être illégaux. Les contenus peuvent être de qualité inégale, voire médiocre, et y compris sur Disney+, il y a du contenu violent et érotique. Ensuite, les risques en fonction des appareils. Alors, l'ordinateur fixe, il y a tous les risques qu'on a déjà cités, bien sûr. Le risque est particulièrement grand, bien sûr, si l'ordinateur fixe est dans la chambre de l'enfant ou dans une pièce dans laquelle il peut s'enfermer. Il n'y a personne pour me voir. L'ordinateur portable, même chose. La tablette, le smartphone, même sujet. La problématique, c'est la portabilité. On l'a 24 heures sur 24 dans la main. Aucune surveillance. Attention, même si notre enfant n'a pas de portable, il a des amis qui ont des portables. Nos enfants peuvent être, on y reviendra plus tard, mais confrontés à du contenu dangereux, même s'il n'a pas de portable. Et puis la console de jeux vidéo, même chose. Une console avec un écran, c'est un ordinateur. Alors, un petit mot sur la pornographie. Là aussi, on pourra en parler pendant une soirée entière. Là, j'ai pris ces statistiques sur un site du gouvernement. À 12 ans, près d'un enfant sur 3 a déjà été exposé à de la pornographie. Un enfant sur 3. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que c'est forcément l'enfant du voisin. C'est aussi le vôtre. 44% des jeunes ayant des rapports sexuels déclarent reproduire des pratiques qu'ils ont vues dans des vidéos pornographiques. Alors là aussi, on peut se dire, je donne une éducation sexuelle appropriée à mes enfants, donc ils ne sont pas concernés par ces rapports sexuels précoces. Sauf que ce qui est dit là vaut aussi dans le mariage. C'est-à-dire, quelqu'un qui se mariera à 25 ans en ayant été abondamment exposé à ces contenus-là, cherchera à reproduire ces pratiques, y compris dans le cadre de relations sexuelles dans le mariage. J'ai mis donc un communiqué de presse du gouvernement pour le lancement du site jeprotègemonenfant.gouv.fr. Donc le gouvernement lui-même commence à s'inquiéter de ces choses-là. Je n'insiste pas davantage sur la pornographie. Alors les risques. Derrière la mise à notre disposition de ce monde merveilleux et souvent gratuit, il y a des intentions.
On ne donne pas quelque chose, un contenu infini gratuit sans raison. Alors, dans les intentions les plus saines, c'est de gagner de l'argent en vendant des espaces publicitaires sur Facebook, Instagram et d'autres endroits. Ça peut aussi être d'influencer et de modeler les esprits. Ça peut être… alors, il y a aussi des intentions un peu plus cachées, le transhumanisme, par exemple. Et puis, là, cette flamme, il peut y avoir des intentions tout simplement destructrices. Alors, attention, tout ce que j'ai dit là doit être relativisé. Les risques ne sont pas les mêmes selon les âges, selon les tempéraments. C'est à nous, parents, de repérer si tel ou tel de nos enfants est sensible et influençable ou pas. Les degrés de maturité, la capacité à s'autodiscipliner, les garçons et les filles. Clairement, la pornographie, c'est avant tout un sujet de garçons, même si, attention, il y a des filles qui regardent de la pornographie et il y a des filles qui peuvent être addictes à la pornographie. Alors, discerner chaque heure passée devant un écran n'a pas la même valeur. On va y revenir abondamment. Regarder un film, ce n'est pas la même chose que scroller pendant des heures sur Instagram. Donc, il faut, quand on dit le danger des écrans, en fait, c'est très réducteur. Alors, comment est-ce que tout ça est arrivé? Très progressivement. Par exemple, et je l'ai fait, on a mis un bébé devant un dessin animé sur le smartphone pour qu'il arrête de pleurer parce qu'on était au restaurant, pour l'occuper pendant que je fais ce que j'ai à faire. Le smartphone ou la tablette a pu servir de babysitter électronique. Encore une fois, sous le coup de l'urgence, nous avons nous-mêmes été fascinés par la nouveauté ou attirés par les facilités apportées. Ces outils ont été perçus comme une obligation. Le groupe WhatsApp de la classe, la vidéo conseillée par le prof. Dans certaines écoles, on a même vu des tablettes données par l'école. En gros, tout passe par Internet. On est un peu dépassé, on a du mal à comprendre comment ça fonctionne. On a parfois abandonné le combat un peu avant de l'avoir mené parce que c'est dur. Confère les colères de l'enfant quand on lui retire la tablette, quand on éteint l'ordinateur, la télé ou qu'on lui retire le smartphone. On n'en peut plus des affrontements. On est harcelé par nos enfants, petits et grands. Je dois absolument aller sur Snapchat, sinon je vais perdre mes flammes. Des récompenses sur Snapchat, là aussi, hein, pour pousser les enfants à passer du temps. Alors, comment faire? On va venir maintenant un petit peu plus aux solutions. En 4 points. Éduquer, emplir avec autre chose, des règles pratiques et des règles techniques. Alors d'abord, avant de commencer, une question. Est-ce que vous êtes prêts au combat? C'est un combat. Si vis pacem para bellum, si tu veux la paix, prépare la guerre. C'est dur, très dur de résister à nos enfants sur le sujet des écrans. Donc, ne nous attendons pas à ce que ce soit facile. Il va y avoir des pleurs et des grincements de dents. Autre remarque préliminaire, les intentions ont un pouvoir limité. Vous n'êtes pas ma sorcière bien-aimée. Ce n'est pas parce que vous dites à votre fils de 12 ans, surtout, tu ne passes que 20 minutes sur le téléphone et tu me le ramènes, qu'il va vous le rapporter. Non, au bout de 20 minutes, il va continuer. Alors, d'abord, éduquer. Alors, l'objectif, bien sûr, est d'éduquer à la liberté et à la responsabilité. L'objectif, c'est de faire de nos enfants des adultes heureux, libres et responsables. Premier point d'éducation, l'autorité et l'exemplarité de l'adulte. Ne pas utiliser son smartphone devant eux et ne pas fléchir. Alors, ne pas utiliser le smartphone devant nos enfants, c'est un vrai défi. C'est un vrai défi. Donc, il faut qu'on se surveille. Alors, ce n'est pas simple. On va faire beaucoup d'erreurs, on va beaucoup se relâcher. Mais c'est sûr que si nos enfants nous voient passer du temps sur le smartphone, forcément, ils vont souhaiter faire la même chose. L'autre point, c'est de ne pas fléchir, résister. Ça crie, ça hurle, ça se roule par terre et il faut tenir. Et c'est dur et on a le cœur déchiré, mais il faut tenir.
Ensuite, l'éducation à la résolution de problèmes. Nos enfants, nos jeunes ados peuvent avoir l'impression que tous les problèmes de la vie trouvent leur solution dans Google ou dans une application mobile. Il faut leur montrer qu'il n'y a pas d'application pour le bonheur. Il n'y a pas d'appli pour devenir courageux, il n'y a pas d'appli pour devenir empathique, attentif, pour gérer sa colère ou sa frustration. Ça s'apprend en dehors du smartphone. Ensuite, la dimension intellectuelle. Il faut apprendre à nos enfants à discerner le contenu qui fait du bien et qui élève et le contenu qui fait du mal. Et ils sont capables de comprendre. Comme on apprend à nos enfants à ne pas manger n'importe quoi. On sait le faire pour la nourriture, on doit pouvoir le faire pour les contenus médias. On peut développer l'esprit critique de nos enfants par rapport aux appareils et aux contenus. Tu vaux mieux que ça. Leur apprendre à discerner le bien du mal et leur apprendre à gérer leur ennui. Alors là aussi, l'ennui de nos enfants peut nous mettre une pression absolument monstrueuse. Quand on voit un enfant qui s'ennuie, on peut on peut ressentir l'urgence de l'occuper. Or, l'ennui est fécond et l'ennui force l'imagination. C'est bien qu'un enfant s'ennuie. Et il a besoin de ça pour mettre en branle un certain nombre de processus imaginatifs. Ensuite, l'indépendance. Alors là, on peut jouer sur une corde de nos ados qui veulent être indépendants, qui ne veulent pas rentrer dans le moule. Il faut jouer sur cette corde. Si tu veux être différent, n'aie pas de smartphone. Développer leur indépendance par rapport aux sollicitations, aux alertes, aux notifications. La dimension physique ensuite. Le sensibilité, bien sûr, à la nécessité du sommeil et du sport. Tu as besoin de dormir et tu as besoin de faire du sport. Là aussi, de temps en temps, il faut qu'ils nous voient nous coucher en même temps qu'eux. Pourquoi pas? Enfin, qu'ils comprennent que papa et maman aussi ont besoin de dormir et que papa et maman peuvent faire du sport avec eux aussi. Et leur expliquer le fonctionnement du corps. Un corps humain, ça a besoin de sommeil et de nourriture saine pour fonctionner correctement. La dimension psychique, la santé mentale. Apprendre à nos enfants à se détendre avec des choses qui détendent vraiment. Alors, même si au démarrage, ils nous disent « ça m'ennuie, ça me saoule ». Expliquer le fonctionnement du psychisme, de quoi nous avons besoin, ce qui nous fait du mal. Là aussi, il y a pas mal de matériaux, de sites, de livres qui permettent de nous aider à faire ça. Sur la volonté, le sens de l'effort, la maîtrise de soi et la sobriété, développer le sens de la conquête en ne faisant pas tout à la place de nos enfants, leur apprendre le détachement, la sobriété, alors en leur montrant des figures inspirantes de sobriété, des aventuriers, des gens qui ont fait le tour du monde à la voile ou que sais-je, leur montrer qu'on peut vivre heureux et sobre. Ne pas répondre, leur apprendre à ne pas répondre à chaque message, à ne pas cliquer sur un lien ou un bandeau juste parce qu'il est attirant. Les aider à gérer leurs pulsions et leurs désirs. Et en résumé, le sujet derrière tout ça, c'est la gestion de la frustration, qui est, je pense, un des sujets numéro 1 de l'éducation de nos enfants. Sur le sujet, la dimension relationnelle, alors pardon, je reviens en arrière, mais bien sûr, promouvoir les activités à l'extérieur, quelles qu'elles soient. La dimension relationnelle. Alors, pousser nos enfants à rencontrer physiquement leurs amis, les inviter chez soi, attirés par du Nutella, du Coca, un match à la télé, une partie de jeu à la console avec plusieurs manettes. Tous les coups sont permis pour pousser nos enfants à être en relation réelle, notamment si on constate qu'ils ont tendance à les fuir. Apprendre à nos enfants à téléphoner. Ça, je ne crois pas qu'on soit les seuls à avoir constaté que nos enfants ont du mal à passer du temps au téléphone. Lorsque j'étais adolescent, les parents devaient se battre pour nous obliger à raccrocher. Là, c'est devenu un petit peu l'inverse.
Un mot sur la pornographie, on en a déjà parlé. Alors, comment éduquer nos enfants à se protéger de la pornographie? D'abord, il faut que nous-mêmes, on prenne conscience du problème, hein. Parler de la pornographie avec votre enfant, lui expliquer ce que c'est en trouvant les mots justes, le prévenir que ça va arriver. Pour ma part, on a 2 garçons, alors qu'ils avaient, je crois, quelque chose comme 8 ou 9 ans. C'est une course-poursuite, hein. Il faut arriver avant les autres. Donc, il faut en parler très, très tôt. Sinon, vous en parlerez trop tard. Je leur ai expliqué le type de situation auquel ils allaient être confrontés. Un jour, probablement, dans la cour de l'école, tu vas voir un attroupement avec des garçons autour d'un garçon qui a un téléphone portable. Peut-être que l'un d'eux va t'appeler en leur disant oh, regarde, il y a un truc formidable. Enfin voilà, je leur ai décrit un petit peu le genre de situation dans lequel ils pouvaient se trouver et lui dire évidemment quoi faire, c'est-à-dire tourner le dos. Ne pas surestimer la force de l'éducation à la vertu. Il peut y avoir une tendance à surestimer la puissance de notre éducation à la vertu. La plupart des adolescents garçons, s'ils sont seuls avec une connexion Internet et s'ils pensent qu'ils ne seront pas pris, en effaçant l'historique et les cookies, par exemple, ils y penseront, et 2, ils le feront. Et le faire une fois, ça donne envie d'y retourner. Et j'adresse ce message en particulier aux mamans qui, n'étant pas dans un corps d'homme et dans un psychisme d'homme, peuvent avoir tendance à penser qu'il suffit de le vouloir et de le décider une fois pour être à tout jamais protégé de la pornographie. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, ne pas sous-estimer l'effort que ça représente. Et si on attrape nos adolescents, ne pas oublier qu'ils sont avant tout victimes. Et évidemment, les assaillir de reproches n'aidera pas forcément. Donc, on a un devoir d'installer des filtres, on y reviendra. Beaucoup de posts sur Instagram, Reddit, Tumblr, Twitter, Vimeo sont pornographiques. Et beaucoup de vidéos YouTube invitent à se rendre sur les sites de vidéos de sites porno. Par exemple, sur YouTube, vous avez des interviews d'acteurs porno. Alors, ce n'est pas censuré par YouTube parce qu'il n'y a pas de nudité, mais ça invite à y aller. Donc, dialogue, dialogue, dialogue. Alors, les réseaux sociaux, réfléchir ensemble sur l'influence des réseaux sociaux, donc toujours dans une perspective éducative. Expliquer à nos enfants comment fonctionnent les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux jouent sur la gratification émotionnelle, la peur de rater quelque chose. L'objectif, encore une fois, c'est de garder les gens le plus possible avec les yeux rivés sur l'écran pour qu'ils puissent voir les petits bandeaux publicitaires qui sont vendus très cher. L'objectif, c'est de créer du trafic. Donc, éduquer nos enfants aussi à la prise de distance par rapport à l'hédonisme et par rapport à tous les esthétismes en tout genre. Par rapport au jeu, demandez à votre enfant de vous expliquer le but du jeu, les règles, jouer avec lui, faire une partie de ce jeu vidéo avec lui, sachant qu'il y a quelques jeux à interdire absolument, notamment GTA et Fortnite. Il y a des codes sur les jeux vidéo, qu'on appelle PEGI, PJ. Fortnite, par exemple, est interdit aux moins de 12 ans, même si les amis y jouent sans avoir l'âge recommandé. Voilà, ce n'est pas une raison pour y jouer. Alors, deuxième point, remplir par autre chose. La nature a horreur du vide, hein. Donc, si je prive mon enfant d'écran, il faut que je mette autre chose à la place. En n'oubliant pas que le stimulus des écrans est extrêmement puissant. Il y a peu de choses aussi puissantes que le stimulus généré par un écran. Alors d'abord, passer de bons moments en famille et entre amis. Sortir, avoir des activités ensemble, y compris des choses qui ne vous tentent pas trop. Aller voir un match de foot, peut-être que ça ne vous botte pas du tout, mais peut-être que ça mérite de prendre des billets et d'emmener vos enfants voir un match de foot ou un gala de danse, que sais-je.
ou une compétition de motocross. Voilà, ça vous fait absolument pas envie, mais c'est un moyen de les tenir, de générer de l'intérêt pour autre chose que des écrans. Ensuite, la lecture, évidemment, en exposant nos enfants tout petits à des livres. Ça, c'est une chose sur laquelle on insiste à l'IFFD. Voilà, il faut que les tout petits bébés aient des livres en carton et soient habitués à manipuler des livres. Un point important, alors la bibliothèque. Pourquoi j'ai mis des billets de banque? Voilà, il ne faut pas avoir peur d'avoir un budget livre, que nos enfants aient vraiment, voilà, il faut être le plus généreux possible dans la mesure de nos moyens sur le sujet livre et faire ce que je disais sur l'ennui. Votre enfant va vous dire « j'ai pas envie de lire, j'ai pas envie de lire, je m'ennuie », mais au bout d'un moment, il va finir par prendre un livre. Je pense qu'il ne faut pas non plus avoir peur des bandes dessinées. Qu'un enfant lise des bandes dessinées, c'est formidable. À un moment ou à un autre, il y a des chances qu'ils se mettent à la lecture de vrais livres, entre guillemets. Ensuite, les jeux physiques. Donc là, ça nous demande à nous, parents, un effort de dire « est-ce que tu veux jouer? Est-ce que tu veux qu'on joue ensemble ?» On a plein de choses à faire. Mais faire cet effort de jouer avec nos enfants. Ça peut être héroïque de la part des parents de renoncer à faire telle ou telle chose pour attirer son enfant à jouer plutôt qu'à le laisser aux mains des influenceurs TikTok. Les activités manuelles. Alors, pendant le confinement, je me suis remis aux maquettes avec mes garçons et ils ont bien accroché. La cuisine, ça c'est un truc magique. Alors, la cuisine, ça recoupe vraiment beaucoup de bonnes choses parce que on prépare un futur bon moment en dégustant ce qu'on prépare. On a les mains dans la matière. Alors, c'est valable pour le jardinage aussi. On est en contact avec la nature, avec la matière. Et puis, le bricolage avec papa ou avec maman, c'est un super moment. Les arts, bien sûr. Bon, je pense que c'est assez évident, j'insiste pas. Le sport, avec un petit mot, c'est qu'on a tous envie, on s'est tous mis dans la tête que notre fils ou notre fille ferait tel ou tel sport, soit parce qu'on l'a fait, soit parce qu'on considère que c'est valorisant. Or, peut-être que nos enfants vont nous demander de pratiquer un sport qui nous semble, voilà, qui nous attire pas trop. Là, j'ai mis le hockey, ou peut-être que votre fille va vous demander de faire du foot. Alors évidemment, c'est à chacun de discerner, mais peut-être que c'est préférable que votre fille fasse du foot plutôt qu'elle passe son temps devant un écran à apprendre quel rouge à lèvres choisir. Et puis le travail aussi, que les enfants apprennent que le travail, y compris rémunéré, c'est quelque chose qui a de la valeur. Donc là, j'ai pris des exemples de babysitting, de laver la voiture, de ramasser les feuilles mortes. Et puis remplacer les écrans par les écrans. Et oui, par exemple, en regardant de bons films, des films sains et sans danger avec nos enfants, ou regarder un bon match en famille. Ça peut être un super moment. Je vous rappelle que demain, c'est la finale du tournoi des 6 nations, France-Angleterre. Et là aussi, pourquoi pas des jeux vidéo en famille. Alors ensuite, des règles pratiques. Alors d'abord, des règles à établir le plus tôt possible. C'est sûr que ce n'est pas quand votre enfant aura 15 ans qu'il faudra établir des règles, c'est trop tard. Permettre à l'enfant d'anticiper les règles du jeu pour mieux les accepter. Placer la barre très haut, parce que de toute façon, on atterrira toujours en dessous de la barre qu'on s'est placée, donc il faut la placer haut. C'est si vous limitez la vitesse sur l'autoroute à 130, alors les gens rouleront à 140. S'adapter aux circonstances, en gardant quand même le cap. Donc, on peut faire des exceptions, mais il faut garder le cap. Alors, des règles communes à toute la maison. Avoir le moins d'appareils possible dans la maison. Définir de temps d'écran à décider ensemble la semaine et les week-ends.
pourquoi pas l'afficher, rédiger des contrats avec nos enfants, rédaction d'une charte, évidemment pas d'écran à table, y compris pour les parents, imposer d'écrire ces SMS en français. Là, je vous ai mis un petit article assez connu de 7 grands patrons d'entreprises technologiques de la Silicon Valley qui ont mis leurs enfants dans des écoles qui bannissent les écrans. C'est quand même assez amusant. Un petit mot sur le cas des voyages en voiture. Peut-être qu'il vaut mieux équiper votre voiture d'un lecteur de DVD plutôt que de laisser les enfants passer le temps avec un smartphone. Là aussi, vous contrôlerez le contenu et ils auront au moins enrichi leur culture cinématographique. Dans les chambres, pas d'ordinateur fixe dans les chambres, pas d'ordinateur portable et pas de smartphone. Surtout pas pendant les devoirs et pendant la nuit. Le smartphone reste dans le salon. La meilleure protection reste le regard d'autrui. L'ordinateur doit être dans un lieu public, au vu de tous. Et la nuit, bien sûr, tous les appareils doivent être dans le salon. Les téléphones doivent être chargés au même endroit, le Wi-Fi coupé la nuit. Acheter des vrais réveils à pile ou à remonter, mais des vrais réveils. Parce que ça, c'est une des raisons pour lesquelles on a notre smartphone sur notre table de nuit et pour laquelle nos adolescents vont faire la même chose. Tu comprends, il faut que je me réveille. Alors, des règles pour les 0-3 ans. C'est simple, pas d'écran. Voilà, quelles que soient les circonstances. Et là aussi, il y a de plus en plus de scientifiques qui sont unanimes là-dessus, indépendamment de leurs options philosophiques, politiques ou religieuses. Même si ça pleure. Alors évidemment, il y a la problématique des petits qui ont des grands frères et sœurs. Ça complique un petit peu la tâche. À la maternelle, eh bien, éviter, on peut leur permettre de regarder la télé sans télécommande pour que les enfants ne prennent pas l'habitude de choisir leur contenu. Pas d'autres écrans, pas de tablette, pas de smartphone, pas d'ordinateur. Et un temps limité d'écran, bien sûr. Par exemple, 30 minutes le mercredi, 30 minutes le samedi et 30 minutes le dimanche, par exemple. Quant au contenu, des contenus… alors, le petit pirate, là, ce n'est pas pour dire que les enfants en maternelle doivent regarder des films de pirates, mais qu'on les surveille à la longue vue. Donc, les parents sont à côté. Et puis des contenus simples, du type Choupi, Petit ours brun, Sam le pompier. Il y a un site qui s'appelle Oku de France Télévisions qui est pas mal. Choisir plutôt des DVD, parce que là aussi, on contrôle quand même davantage le contenu. Et si vous n'avez pas de lecteur DVD, vous pouvez acheter un lecteur DVD externe pour votre ordinateur. Ça coûte 20 €, c'est facile. En primaire, peuvent commencer à utiliser… alors, OK pour la télévision, l'ordinateur, la tablette, vaut mieux l'éviter. Pas en semaine, pas plus de 30 minutes les mercredis et 1 heure les jours de week-end, par exemple. Et les contenus, dessins animés, émissions éducatives, choisir à nouveau plutôt des DVD. Toujours en surveillant. Il faut qu'ils sachent que papa et maman sont derrière. Ensuite, au collège. Alors évidemment, au collège, ils doivent de toute façon commencer à utiliser des ordinateurs. En revanche, on évite au maximum les tablettes et les smartphones. Éventuellement, ils utilisent les smartphones des parents, ce qui va limiter le temps. Pourquoi pas un téléphone 9 touches? Alors, la plupart des enfants vous diront plutôt mourir que d'avoir un téléphone 9 touches, c'est la honte. Mais après tout, s'ils veulent bien et s'ils partent en balade et que vous voulez qu'ils restent en contact, téléphone 9 touches avec un abonnement à 2 € par mois, ce n'est pas très compliqué. Les consoles de jeux,
pourquoi pas, mais avec des jeux simples et non violents, type Mario Bros. Là aussi, en ajustant le temps et les jours. Et quant au contenu, il y a évidemment des films qui sont davantage destinés aux collégiens et des sites de VOD. Là, j'ai nommé Disney+, on y viendra plus tard, comment gérer Disney+. Et si possible, préférer les DVD. Ça peut paraître d'un autre âge, le DVD, mais ça a l'immense avantage de permettre de contrôler. Et toujours sous la surveillance. Les réseaux sociaux au collège, c'est non. Au lycée, ordinateur, tablette, smartphone. Alors, smartphone, mais dans certaines conditions, hein, avec un abonnement sans données, ce qui va l'empêcher d'aller sur Internet. Il pourra aller sur Internet quand il est à la maison connecté au Wi-Fi. Et dans les règles techniques, on verra qu'on peut contrôler le smartphone de nos enfants. Là aussi, en déterminant des jours, des heures et en mettant des filtres. Et toujours que nos ados sachent que par le biais des filtres et des réglages techniques, les parents sont derrière. Évidemment, de façon progressive, en fonction de l'âge des enfants. Un seconde, bien sûr, ne doit pas être traité comme un terminal. Ensuite, à l'extérieur, nos enfants ne sont pas toujours avec nous. Donc, c'est l'occasion d'aborder avec lui le comportement à adopter dans les occasions qui s'offrent à lui d'aller sur Internet quand il n'est pas présent sous le toit familial. Ça peut être chez les grands-parents, par exemple, y compris donc dans des endroits où on sait que nos enfants sont avec des gens de confiance. Discerner les endroits où on laisse aller nos enfants, chez les amis, par exemple. Où aura-t-il accès à Internet? Attention à la grande tante innocente qui ne sait même pas qu'elle a une connexion Internet. Le risque zéro est impossible. Où pourra-t-il aller sur le réseau? Quels sites, quels réseaux sociaux, quelles boutiques, quelles applications? Il y a des contenus à bloquer, évidemment, absolument, et des contenus à contrôler de très près. Et puis des contenus auxquels donner un accès libre. Je pense au site de la BNF, à l'INA, au site du Louvre. Enfin, il y a plein de sites auxquels on peut laisser libre accès à nos enfants sans risque. Alors, dernier point, des règles techniques. Il y a des moyens techniques de protéger nos enfants et de bloquer ou de surveiller. Un Internet sans aucune surveillance et sans aucun filtre, c'est une voiture sans frein, lancée à 130 à l'heure. Il y a de quoi avoir peur. Donc, bloquer et ou surveiller. Alors, d'abord, comment ça fonctionne? Internet arrive chez vous par le biais ou à l'école, par le biais d'un câble en général, qui est branché à une box. Et ensuite, un câble sort de cette box et éventuellement arrive jusqu'à votre ordinateur. La box émet également un signal Wi-Fi qui va transmettre Internet. Alors, et Internet est également transmis à un tas d'autres objets dans la maison. La télévision, les consoles de jeux. Internet peut également arriver par le biais de la 4G ou la 5G vers des appareils type smartphone. Alors, il y a quelques dispositifs possibles pour contrôler le contenu qui va arriver jusqu'à chez nous. Alors, il y a notamment les serveurs DNS, une sorte de carrefour sur le web par lequel toutes vos requêtes vont passer. Au milieu du carrefour se tient un agent de la circulation que vous pouvez choisir. Je veux passer par ce DNS en particulier quand je sors de mon ordinateur pour aller sur Internet.
On peut pointer chaque appareil vers le DNS de notre choix, mais ce réglage peut être modifié sans mot de passe par un ado bricoleur. Donc, ce n'est pas absolument sûr. Donc, pour pouvoir connecter toute la maison au DNS de mon choix, il faut paramétrer la box et lui demander de passer par ce DNS. Donc, ça demande de mettre un peu les mains sous le moteur. Et si vous ne vous sentez pas capable de le faire, de trouver quelqu'un dans votre entourage qui saura le faire. Alors, il n'y a que la box de Free qui permet de changer de DNS pour toutes les connexions du foyer. Donc, il faut installer un autre boîtier qu'on appelle un routeur. Et ce routeur va me permettre de choisir le DNS par lequel la connexion Internet de ma maison va passer et de choisir un DNS qui filtre certains contenus. Alors, il y a les ados les plus bricoleurs pourront… en gros, le système du DNS, c'est ce qu'utilisent les pays qui appliquent une censure à Internet. Il y a des pays dans le monde où il n'y a pas de pornographie sur Internet parce qu'ils utilisent un DNS à l'entrée du pays. Il y a toujours possibilité de contourner ça par un VPN, mais voilà, il faut vraiment que votre ado soit très affûté pour faire ça. Il existe des DNS qui ont pour objectif de protéger les familles de contenus indésirables. Donc, DNS, voilà, pour mémoire, peut être modifié appareil par appareil. C'est plus facile si on le modifie en amont. Vous allez dans Google, vous tapez « Comment changer le serveur DNS de ma box ?» et vous trouvez des réponses. Donc, voilà, ça demande à aller un petit peu dans les réglages. Là, vous avez quelques exemples de serveurs DNS dans la ligne du haut de ce tableau, si vous arrivez à lire. Il y en a un qui s'appelle OpenDNS Family Shield, qui filtre systématiquement les sites pornographiques et inappropriés. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez connecté votre box à ce DNS, ben vous êtes normalement tranquille. Le deuxième DNS s'appelle Safe Surfer. Troisième, Clean Browsing Family Filter. Bon, vous avez tout un tas de… Vous avez en bas les paramètres qu'il faut rentrer dans les bonnes cases pour appliquer le DNS. J'en profite pour ce sujet du DNS et le tableau que vous voyez là, je l'ai trouvé dans un livre écrit par un prêtre, le père Jean-Baptiste Perche. S'appelle « Repères pratiques et spirituels pour proposer Internet à ses enfants ». C'est assez extraordinaire. Il connaît vraiment le sujet et il apporte beaucoup de solutions très pratiques. Alors ensuite, le routeur. Donc, on l'a vu, pour pouvoir choisir le serveur DNS, il n'y a que la box de Free qui permet de le faire. Donc, si vous avez une box Bouygues, SFR ou que sais-je, il faut acheter un routeur qui va nous permettre d'accéder au DNS qui nous convient. Donc là, voilà, vous avez 4 colonnes avec 4 routeurs différents, dont un routeur Safe Surfer LiveGuard qui a été développé justement pour protéger les familles. Donc, non seulement le routeur permet de choisir le DNS qu'on veut, mais il est déjà pré-réglé pour filtrer des contenus. Donc, tout ça, il y a un tas de règles qui peuvent aussi s'appliquer non seulement aux ordinateurs, mais aussi aux navigateurs. Chaque navigateur, Chrome, Safari, Internet Explorer, Firefox, les navigateurs ont tous un filtre alors qui a une efficacité limitée, mais vous pouvez déjà faire ça. Le moteur de recherche, Google, vous pouvez paramétrer Google sur Safe Search pour limiter le contenu offensant. Même chose pour YouTube, contenu restreint, Dailymotion, etc. Dans votre ordinateur Windows, vous avez un module contrôle parental. Donc, dans le moteur de recherche,
Edge, là c'est le moteur de recherche, c'est le navigateur Edge, pardon. Contrôle parental également. Dans Google, Safe Search. Dans le compte Microsoft, vous avez également des paramètres pour protéger vos enfants. YouTube, en bas à droite, mode restreint. Alors, les règles techniques sur smartphone et tablettes Android. Android propose, donc Android, c'est le système d'exploitation fourni par Google. En gros, si vous avez un téléphone Samsung, c'est Android. Vous avez dans les téléphones Android une fonction qui s'appelle Family Link et qui permet de contrôler intégralement le smartphone de vos enfants. Donc, vous pouvez tout choisir. Ce à quoi il peut accéder, les applications qu'il peut lancer. Vous pouvez l'empêcher de lancer le navigateur, ce qui l'empêchera d'accéder à Internet. Vous choisissez tout, les heures auxquelles il peut s'en servir. Sur iOS, c'est-à-dire les appareils d'Apple, là aussi, dans Partage familial, vous pouvez ajouter un membre, créer un compte pour un enfant et du coup, contrôler ce que fait votre enfant. Non seulement le surveiller, mais surtout, voilà, si votre enfant c'est vital pour lui, pour ne pas se retrouver le seul ridicule de son école à ne pas avoir de smartphone, vous pouvez lui confier un smartphone, mais verrouiller complètement ce smartphone. Lui, du coup, il ne perdra pas la face devant ses camarades parce qu'il aura un smartphone, sauf que ce smartphone, il ne fera rien de plus qu'un téléphone 9 touches. Donc, sur les smartphones et tablettes, vous pouvez couper le Wi-Fi, désactiver le Wi-Fi, vous pouvez désactiver la 4G, vous pouvez l'empêcher d'accéder aux réseaux sociaux, vous pouvez mettre des minuteurs. Voilà, donc la dimension sociale du smartphone, hein, c'est-à-dire l'objet qu'on est obligé d'avoir sous peine de bannissement social, la fonction sociale fonctionne. On peut prendre des photos. Alors, sur les contrôles de jeu, les consoles de jeu, par exemple, j'ai trouvé sur YouTube un tuto pour les parents sur la PS5, contrôle parental sur la PS5. Les boîtiers TV, quasiment tous les boîtiers TV ont des paramètres de contrôle parental. Les Smart TV aussi. Smart TV sont des boîtiers qu'on connecte à la télévision, lequel boîtier est connecté à Internet et donne accès à pas mal de contenu Internet. Là, on voit YouTube, Prime Video, Twitch, etc. Donc, les Smart TV, une des Smart TV la plus connue, c'est la Apple TV, mais il y en a d'autres. Les sites de VOD, alors, nous, on a beaucoup utilisé Disney+. Maintenant, ce dont je me rends compte, c'est que Disney+ est de plus en plus rempli de contenu qu'on n'a pas forcément très envie de montrer à nos enfants. Alors que ce soit Disney+, Netflix, Prime Video, Filmo TV, tous ont des filtres aussi. C'est-à-dire vous pouvez avoir plusieurs profils et vous pouvez décider que vos enfants n'ont accès qu'au profil sur lequel vous n'avez autorisé que les contenus bons pour jusqu'à, je ne sais pas, 12 ans, 8 ans. Alors, prenez une grosse marge de manœuvre parce qu'en général, ces sites-là, quand ils disent qu'un film peut être vu par un enfant de 12 ans, il est possible que vous n'ayez pas envie que votre enfant de 12 ans voit ça. Donc, rajoutez une marge de manœuvre. Alors, les filtres externes, donc là, le filtre ne va pas s'appliquer aux tuyaux qui rentrent dans votre maison et qui vous alimentent en Internet. Le filtre, il va s'appliquer à l'appareil. Alors, ça peut faire un peu doublon avec ce que je vous ai décrit des paramètres de contrôle parental sur Android et sur Apple. Mais par exemple, si vous prêtez un ordinateur à votre enfant, le filtre permettra de contrôler. Donc, moi, je recommande Qustodio. Il y en a plein d'autres. Hein. Qustodio fonctionne pas mal. Ça marche sur toutes les plateformes. Vous l'installez sur l'ordinateur et alors que vous êtes au bureau, vous avez une application sur votre smartphone qui vous permet de voir tous les sites qui ont été visités, les applications qui ont été lancées sur l'ordinateur, etc. Alors, il ne faut pas que ça nous incite à laisser nos enfants seuls à la maison avec un ordinateur allumé.
parce que ça reste dangereux, mais ça permet de tracer pas mal de choses et d'avoir de bonnes conversations avec ses enfants. Bien sûr, il faut que l'enfant le sache, donc, parce que un des gros intérêts du filtre, c'est que l'enfant, sachant qu'il y a le filtre, ne va pas faire n'importe quoi. Donc, les applications que vous avez sur votre smartphone sont assez intuitives et permettent de réguler pas mal de choses. La question du forfait mobile, c'est important. Si vous confiez un smartphone à votre enfant, ne lui donnez pas un smartphone avec data illimitée, bien sûr, parce qu'il va avoir accès potentiellement à Internet de façon illimitée. Donc, choisissez bien le forfait. Internet, pas d'Internet au collège, éventuellement un petit peu de data en seconde, mais en ajoutant du contrôle parental par-dessus, un peu plus en première, un peu plus en terminale. Conclusion de tout ça, là j'ai mis un petit bébé qui tombe et qui se relève. C'est un combat dans lequel on va forcément prendre pas mal de coups. Vous en avez déjà sans doute pris en fonction de l'âge de vos enfants, dans lequel on va beaucoup se décourager, on va avoir des bleus, des bosses, on ne va pas se sentir à la hauteur, mais il faut se relever sans cesse. Alors, quelques ressources, je pense que vous aurez accès à, après je pourrais envoyer la présentation en format PDF. Stéphane Bloco, un professeur d'université, expert de la e-éducation, il intervient beaucoup dans les écoles. Donc, il a un site, bloco.fr, qui est très bien fait, avec plein d'informations. Jacques Hainaut, un journaliste qui s'est spécialisé dans l'usage des outils informatiques pour les enfants. J'ai assisté à des conférences de chacun d'entre eux. Ils sont voilà, assez pointus. Alors, ils peuvent... voilà, ils n'ont pas forcément ils n'ont pas forcément beaucoup d'options philosophiques, ils n'ont peut-être pas les mêmes options morales que vous, mais ils donnent pas mal de trucs très utiles. Donc, ça, ils ont leurs limites, mais ils connaissent bien leur sujet. Un site surexpositionécran.org, site collectif, plein de ressources, plein d'études scientifiques. Tout ce que je vous ai dit là, vous trouverez des études, des statistiques, des enquêtes qui justifient tout ça, mais aussi des solutions concrètes. Un site assez marrant, sansmonportable.com, avec par exemple les défis sans mon portable. Par exemple, est-ce que je suis capable d'aller faire des courses en laissant mon portable à la maison? Est-ce que je suis capable de passer une demi-journée sans portable? Et donc, on peut faire des petites compétitions entre les enfants et les ados. Ensortir.fr, c'est un site personnel, donc c'est un individu qui a créé un site pour aider les gens à sortir de la pornographie. Bon, il y en a plein d'autres. Sur la pornographie, il y a vraiment beaucoup de choses. Quelques conférences. Là, une conférence que j'ai trouvée assez sympa, faite par une femme, Émilie Rothman, qui explique c'est une sexologue qui donnait des conférences dans les écoles. Et à un moment, elle a pris conscience à quel point la pornographie en fait formatait la vision qu'avaient les adolescents du sexe. Et du coup, elle s'est spécialisée là-dedans. La conférence est en anglais, mais sous-titrée en français. Et puis, l'article dont je vous ai parlé tout à l'heure, là, dans Business Insider, montre comment les chefs des plus grandes entreprises tech ont mis en place des règles strictes à la maison. Et voilà, j'ai fini de... Ah non, il y a des livres aussi. Si, non, c'est ça, c'était tout. Voilà. Merci beaucoup. Donc,